Bonjour à tous. Bon, tout le monde connaît la maison. C'est cool. Bon, effectivement, le constat, on le connaît tous. Ça fait 20 ans que je suis dans le domaine, sur le terrain, les mains dans le cambouis. Comme disait Étienne tout à l'heure, on navigue entre le fantasme et la frustration depuis 20 ans. Un coup, on fantasme sur tout ce qu'on pourrait faire avec la e-santé, puis après, à l'aune des difficultés du terrain, comme on n'est pas capable de mettre un pied devant l'autre collectivement en France, on est tous frustrés et on jette le bébé avec l'eau du bain. Donc l'idée générale, c'est le point le plus important à mon avis de la stratégie Ma Santé 2022, c'est l'humilité, quoi. C'est de dire que ça sera pas une course de sprint. C'est comme une marche en montagne. Je suis béarnais moi aussi. Donc il faut y aller étape par étape, mais collectivement. Franchement, ça craint vraiment que chacun parte de son côté dans la e-santé en France, quoi. C'est vraiment ça le sujet. Si on arrive à fédérer les initiatives, les acteurs de terrain, il n'y a pas besoin de cloner, hein. Il y a des gens fantastiques partout sur les territoires, professionnels de santé, industriels, start-up, tout ça, mais sauf qu'on part chacun de notre côté, quoi. C'est ça qui va pas. Donc l'idée générale, c'est de dire, si on est humble, si on est pragmatique, si on est collé au terrain, si on a envie de faire une e-santé humaniste, il faut absolument qu'on se mette d'accord sur des valeurs communes et une stratégie, une vision commune. Et je suis pas philosophe, je suis un petit mec de terrain. Le petit mec de terrain, il dit que dans le numérique en santé, il faut bâtir ça comme une maison et il n'y a pas le choix. On peut parler des trucs qui nous plaisent, de la couleur du canapé, de je sais pas quoi, ou de la tapisserie, mais on est obligé de faire les fondations de la maison. Il n'y a pas le choix. C'est pas glamour, c'est pas sexy, mais il n'y a pas le choix. Les fondations de la maison, ce qu'on prétend, c'est de dire que ça craint franchement de faire un identifiant basque, un identifiant toulousain, du Val-de-Marne à Saint-Malo, ça craint franchement de faire un DMP dans la banlieue toulousaine, un autre dans le village de la vallée d'Aspe et tout ça. Non mais franchement, quoi, faut arrêter ça. Faut dire, les pouvoirs publics, comme dans la gouvernance d'une ville, ils arrêtent de faire des buildings plein champ. Ils se contentent de faire les couches basses. Comme dans une ville, ils édictent le code d'urbanisme, ils délivrent les permis de construire, ils supervisent la construction des routes, des ponts, du tout à l'égout, de l'électricité, mais ils font pas des maisons individuelles. C'est l'écosystème qui doit créer, qui doit développer sur les territoires les outils métiers, mais eux doivent avoir la sagesse de pas réinventer des routes, des ponts et des réseaux d'électricité. Or, la e-santé, franchement, depuis 20 ans, c'est l'inverse. On va trouver les pouvoirs publics qui vont construire des maisons individuelles, on ne sait pas pourquoi, plein champ, et les acteurs de l'écosystème qui toujours bâchent les pouvoirs publics, mais qui font leur propre centrale nucléaire, leur propre pont, leur propre route, en râlant et en pleurant parce que ça communique pas avec la route du mec d'à côté. Franchement, il faut qu'on ait cette sagesse de se mettre d'accord là-dessus et de bosser ensemble. Cette vision-là, c'est quoi dans cette maison? C'est de dire, au niveau des pouvoirs publics, en national, on va faire un identifiant national de santé. Je veux dire, ça fait 15 ans qu'on devrait avoir ça. Bon, bonne nouvelle quand même, vous avez vu quand même, on a sorti le décret, le téléservice de l'assurance maladie est enfin prêt pour la récupération de l'INS. On passe à la CNIL là, pour les référentiels, on est en train de bosser là-dessus. Dans la roadmap, les services de vérification seront prêts à partir du premier trimestre 2020. Il y a tout maintenant pour que tout le monde puisse intégrer ce truc-là pour enfin parler du même citoyen, quoi, quand on s'échange les données de santé. On est vraiment au b.a.-ba. De la même façon, tout ce qui est identifiant des acteurs de santé, franchement, c'est comme dans un annuaire numérique dans une entreprise, quoi. On va pas en inventer un pour la compta, pour le service client et pour l'atelier, quoi. Il en faut un commun. Ce truc-là, en marche forcée, vraiment, on est déterminé à aller au bout de ça, de se concentrer là-dessus au niveau des pouvoirs publics. Vous avez vu, ça y est, les premières API pour intégrer ProSanté Connect, la carte ICPS, et puis ensuite, nous, on va vraiment se débrouiller pour décommissionner Adélie, avancer sur tous ces sujets galères, mais qu'il faut qu'on mette à plat une bonne fois pour toutes pour que vous puissiez bosser sur des fondations solides. De la même façon, moi, je trouve que ça craint qu'on n'ait toujours pas de centre de gestion des terminologies de santé en France. Ça craint qu'on n'ait pas un serveur multi-terminologie comme on a aux États-Unis, comme on a en Angleterre, dans tous les pays qui bossent vraiment de façon sérieuse sur la e-santé. On va pas se mettre à tout réinventer, mais il faut qu'on puisse fédérer pour qu'on puisse tous bosser dans la même direction. Ça, d'ici l'été prochain, ça sera notifié en termes de marché et ça sera accessible à l'ensemble de l'écosystème. De la même façon, vous le savez, c'est quand même franchement un peu le bazar, le ROR.
Bon, on est en pleine séance d'état des lieux et d'arbitrage. Je m'engage à ce que la trajectoire du ROR, dans une vision pragmatique, volontariste, soit posée. D'ici la fin de l'année, on va le publier. Au-dessus de ça, en fait, dans tout ce cadre-là, on s'est engagé à ce que toute la description de cette maison elle soit publiée dans une doctrine technique soumise à concertation, à critique. Vous pouvez bâcher autant que vous voulez, c'est en ligne, on fait des comités territoires, critiquez, faites ce que vous voulez, mais participez. Mais une fois qu'on aura bien débattu du sujet, faut l'entériner, ce truc-là. Il faut que, comme dans tous les pays où on a avancé sur la e-santé, on ait la notice technique, quoi. La doctrine technique numérique en santé, on la soumet à concertation jusqu'à la fin de l'année. En janvier, elle est publiée. Et au moins pendant un an, on bosse vraiment sur cette vision-là. Il faut que tout le monde s'aligne maintenant. Par rapport à tout ça, on va en reparler, mais dans les outils socles nationaux, la bonne, pour moi, articulation et la bonne séparation entre le national et le territorial, c'est comme dans une boîte, ça se situe au niveau des workflows. On ne fait pas Outlook à l'atelier, au service commercial ou au service compta. On a Outlook partout dans l'entreprise. MS Santé, ça doit être partout, et y compris dans le secteur médico-social, un espace de confiance de messagerie sécurisé. Le DMP, on va en reparler. Pour moi, la vraie vision du DMP, j'étais en 2004, quand Douste Blaise le lançait depuis ma clinique, je lui disais, si ça reste aux patients, vous y arriverez. Si c'est redistribué à l'ensemble des professionnels de la profession, on n'y sera pas dans 20 ans. Moi, ma vision du DMP, c'est que ça doit être une brique technique, apaisée, qui stocke des données de synthèse médicale accessibles depuis l'ensemble des outils de workflow, depuis l'ensemble des outils citoyens ou professionnels, mais recentrés sur une logique d'apaisation, un repository. Au-dessus de ça, vous le savez, on va avancer, on est en train de bosser sur carrément les écrans, donc on est en train de travailler et sur l'architecture technique, sur les écrans, pour vraiment, je ne sais pas si on y arrivera, mais franchement, on est déter pour y arriver. L'espace numérique de santé, au 1er janvier 2022, ouvert pour l'ensemble des citoyens français pour rendre les gens acteurs avec l'accès à leurs données, mais leur capacité à eux-mêmes, dans leur vision à eux, pas la vision que les pros ont de ce que veut le citoyen, mais ce que veut le citoyen lui-même en termes de numérique en santé, un outil ouvert à l'écosystème avec la logique de store pour que tout l'écosystème puisse publier des applications à destination des usagers. On va tout faire pour que ça sorte pour 60 millions de Français au 1er janvier 2022. Le Health Data Hub, je passe. Bouquet de services, je passe aussi pour aller très vite. Tout ça, là, en fait, ça va donner lieu à des doctrines techniques soumises, encore une fois, à concertation, mais aussi à des outils de mesure de conformité par rapport à cette maison. Je prends personne en traître, j'en parle partout, j'essaie de vraiment mettre toute l'énergie pour qu'on discute de ça, pour qu'on en débatte, mais la conformité à la maison, la conformité à ce schéma d'urbanisation au fond, on va mettre des outils d'auto-remplissage, on va mettre des outils de mesure de conformité, on va mettre des outils pour que l'écosystème puisse avoir une vision claire de la roadmap d'intégration de tous les téléservices nationaux, mais une fois qu'on sera vraiment mis d'accord là-dessus, on rendra transparent ceux qui jouent le jeu et ceux qui ne jouent pas le jeu. C'est essentiel qu'on franchisse ce cap et qu'on arrête de siloter la e-santé en France. Pourquoi? Parce qu'au fond, les pros sont pénalisés, les citoyens sont pénalisés. Si on arrive à franchir ce cap de maturité, on n'aura pas tout résolu, ça ne sera pas la solution providentielle, voilà, il y aura encore plein de trucs super frustrants, mais franchement, collectivement, on aura passé un cap. Merci. Merci Dominique Pont. Donc la parole est à vous, enfin dans quelques minutes, le temps que vous fassiez signe. Dominique Pont, vous avez donc été dans une demi-douzaine, non même plus, presque une dizaine de régions maintenant pour ce Tour de France. Est-ce qu'il y a des... mais ça fait quand même 20 ans que vous êtes dans ce milieu. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont étonné, auxquelles vous vous attendiez vraiment pas après, avec ce recul de 20 ans de votre propre expérience, le rapport sur lequel vous aviez travaillé avec Anne-Laure Khoury, est-ce que il y a des sujets que vous avez découverts sur certains territoires auxquels vous attendiez vraiment pas? On appellerait ça un rapport d'étonnement en entreprise. Franchement, zéro étonnement. Zéro étonnement. Le seul truc
que je trouve marquant par rapport, on va dire, il y a 5-7 ans, c'est que je pense qu'il y a maintenant un niveau de maturité collectif pour comprendre qu'on doit avancer dans la même direction. Il y a presque plus débat. Alors qu'il y a eu longtemps débat, des débats de doctrine très dogmatiques, avec des idéologies. Maintenant, moi, j'ai l'impression que les gens préfèrent dire, allez, on prend une direction, même si on n'est pas d'accord avec la direction, on préfère qu'il y en ait une au moins au niveau national, pour qu'ensuite on avance dans la même direction. Je pense qu'il y a une exaspération du fait que c'est hyper frustrant, en plus quand on est passionné par le sujet, qu'on y mette toute son énergie, tout son temps, toutes ses forces dans le domaine de l'e-santé, de voir ce bazar qui est actuellement, c'est frustrant. Et je pense que maintenant, il y a une maturité de l'ensemble globalement. Hein. Il y a bien sûr des exceptions, mais globalement, il y a une maturité pour dire, allez, on se met d'accord sur des règles communes. Donc moi, ce qui fait que je suis vraiment convaincu qu'on va arriver collectivement à franchir un cap, c'est ça. Et le deuxième point qui me paraît être majeur quand on rencontre les gens, c'est que on a quand même un truc, alors on a la culture gilet jaune, on adore être frondeur, on adore critiquer, on adore faire de l'autoflagellation, mais quand même il y a un truc super en France, c'est qu'il y a un socle de valeurs communs. Je pense qu'il y a vraiment un truc autour de, si on fait tout ça, tout cet engagement, toute cette énergie, toutes ces galères pour défendre un modèle de santé à la française, humaniste, centré sur l'usager, parce qu'on ne veut pas tout à fait copier les modèles américains ou les modèles chinois, je pense que ce sens-là, on peut assez facilement l'appréhender. Et ça, je l'ai ressenti très très fort pendant tout ce Tour de France, qu'il y a ça qui nous lie en fait. Est-ce que dans le cadre de ce Tour de France, vous ne craignez pas qu'on ne vous montre que des vitrines partout où vous passez et puis on cache la misère de l'e-santé. Donc vous avez une vision faussée de ce qui est déjà disponible dans les territoires et ce sur quoi vous pouvez justement continuer à bâtir? C'est marrant parce que j'aurais dit exactement l'inverse, vous voyez. C'est-à-dire moi j'ai l'impression, je suis un petit gars qui vient des banlieues, et ça me fait enrager que quand on parle des banlieues, on montre toujours que le côté négatif. Hyper dramatisant, hyper spectaculaire, en montrant voilà, la drogue, la violence, etc. Il y a plein de gens normaux dans les banlieues qui sont des gens super. Et je trouve qu'on est en train d'avoir ce syndrome-là dans le secteur de la santé. On montre jamais ce qui est beau. Jamais on médiatise une infirmière, une aide-soignante qui ont fait quelque chose de magnifique sur le terrain. Jamais on médiatise des professionnels de santé qui se sont mis d'accord pour bosser sur un projet innovant. Jamais, jamais, jamais dans le secteur de santé, on met en avant les héros du quotidien. Moi, je trouve que ça fait du bien, franchement, de pas tout le temps être en train de montrer ce qui est sensationnel, dur, etc. et galère, mais de montrer aussi ce qui est beau. Pourquoi je crois ça? C'est pas pour se voiler la vérité, c'est pour redonner quand même un équilibre et puis une sorte d'enthousiasme et une sorte d'énergie à faire. On ne sera pas dans de l'énergie en permanence, on est dans le scepticisme, le cynisme, l'autoflagellation. Moi, je crois qu'on a besoin aussi de montrer des gens qui sont des héros de terrain. Il y en a dans les startups, il y en a dans les industriels, il y en a chez les professionnels de santé, il y en a dans les établissements de santé. Punaise, franchement, maintenant, remontrons un peu ce qui est beau, quoi. Je trouve que ça manque vraiment en termes de politique publique, ça. Oui, très bien. Alors on en revient peut-être à une question évoquée tout à l'heure par Étienne Mainviel, c'est aussi un sujet de management. Donc derrière tous ces sujets de transformation numérique, pour réussir à avoir cette vision positive des pistes, des orientations à suivre, il faut peut-être qu'on travaille sur le management des équipes, le management des organisations, qui serait peut-être le maillon faible du système de santé aujourd'hui. Ah là, il ne faut pas me lancer sur le truc du management, c'est mon sujet préféré. Alors. Non, je vais vous dire un truc. Je sais pas, je déteste ce mot management. Je trouve que c'est horrible d'utiliser un mot en anglais qu'on n'ose même pas traduire tellement il est pourri. On a fait pire, on a trouvé gouvernance après. Vous savez que manager, ça vient de l'italien maneggiare, qui est un terme d'équitation qui signifie tenir en main les rênes d'un cheval. Non mais moi, je voulais pas tenir en laisse les gens de mes équipes. Hein. Moi, je voulais être un homme libre, un homme aimant. Ce que je pense justement, c'est que dans le secteur de la santé, il faut arrêter de manager, mais il faut aimer. Quand vous aimez les soignants, quand vous aimez les gens de terrain, quand ils sentent que vous avez cette sincérité dans un secteur qui est profondément humain,
Si on met du process, si on met quelque chose qui est désincarné, et pour moi, c'est une forme de désincarnation, le management dans la relation humaine, on perd les gens sur le terrain, on se retrouve avec des professionnels qui ont une perte de sens. Moi, ce que je crois, c'est que même au travers du numérique, il y a un truc technique, un peu abstrait, il faut le plus possible traduire le fait qu'on aime les gens sur le terrain, qu'on est là à leur côté, qu'on va essayer de s'engager à leur côté. Si on fait ça, c'est pas du management, c'est juste de l'engagement à côté des gens et traduire qu'on les aime. Et dans le secteur de la santé, pour manager depuis très 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 longtemps, voilà, un gros établissement de santé, pour avoir travaillé dans beaucoup de secteurs où j'étais en position de manager, ce que je sais, c'est que dans le secteur santé, il faut pas copier les modèles moisis de l'industrie. Il faut inventer nos propres modèles humanistes, humains, au contact des gens et leur prouver à ces gens qu'on les aime vraiment. Si on fait ça, même dans le numérique, vous verrez qu'il y aura des transformations. N'hésitez pas à lever la main si vous voulez que je vous apporte un micro, s'il y a des sujets que vous voulez discuter avec Dominique Pont, puisque il est venu pour vous écouter, il est toujours à l'écoute, comme on a pu comprendre. Donc, il y a quand même, vous dites tout ça n'est pas idéologique, il y a des fondations, une maison, un schéma d'urbanisation que vous montrez France entière. Il y a quand même des sujets sur lesquels il continue à y avoir des discussions. Si on prend l'identifiant national de santé, qui est effectivement un point d'attente très forte des acteurs de la santé et du numérique en santé, il y a encore des débats sur le comment. Il n'y a plus le débat sur le quoi, mais sur le comment. Et puis, ça ne réglera pas tout. Quand on vous dit ah oui, d'accord, mais l'identifiant national de santé, ça ne réglera pas tout, etc. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Non, mais bien sûr que ça réglera pas tout, mais même Omar Brani, qui est au fond de la salle, qui est le big boss des fédérateurs d'identité régionaux, on se connaît depuis 20 ans. Même Omar va dire que c'est cohérent quand même, qui est bien sûr on va avoir besoin de serveurs de rapprochement d'identité dans des GHT parce qu'on va galérer et qu'on va pas remplacer comme clé primaire l'IPP de tous les SIH. Mais franchement, qu'en France on puisse avancer collectivement sur des années, capitaliser sur un identifiant numérique national, mais ça va nous aider à résoudre énormément de problèmes, ça va sécuriser en fait la transmission d'informations. Donc, bien sûr, ça c'est hyper français de dire on n'a même pas démarré un truc, on est déjà en train de critiquer en quoi c'est limité. Non, pour moi, en fait, c'est comme si dans un hôpital on disait oh non, mais on s'en fout de l'IPP. Pas besoin de l'IPP, le service de cancéro, il n'a pas besoin d'avoir le même identifiant patient que le service de cardio. Non, mais je veux dire, c'est comme si dans une entreprise, il n'y avait pas d'annuaire LDAP, on s'en fout en fait que les gens soient identifiés. C'est pas possible qu'on continue. Pour moi, c'est évident que c'est une brique de base. Bien sûr qu'il y aura des limites, bien sûr qu'il y aura des cas d'usage qu'il faudra bosser, mais il faut avancer, il faut arrêter de tchatcher, il faut arrêter d'intellectualiser. Maintenant, il faut faire. Quand on aura fait, on pourra débattre. Alors, dans le il faut faire, les industriels ont une place importante puisque c'est eux qui ont la charge de développer ce qu'ils auront compris des attentes des métiers. Comment vous voyez leur place, leur rôle évoluer à l'avenir? Est-ce que la place des industriels dans l'écosystème numérique en santé la place des industriels français ou en tout cas œuvrant selon les valeurs que vous aimez bien rappeler, tout ça risque-t-il d'être bousculé par alors les fameuses peurs qu'on se fait ou sur lesquelles on fantasme d'arrivée d'acteurs américains qui n'auraient pas forcément les mêmes valeurs. On lisait aujourd'hui ou hier que Google a l'intention de mettre un moteur de recherche au service des éditeurs de dossiers patients ou en surcouche des dossiers patients pour aider à aller rechercher des informations difficiles à y repérer. Quelle est votre vision de... Bon, enfin, je suis un type super simple, quoi, de province. J'aime bien mon pays. J'aime bien notre tradition de pensée humaniste issue du XVIIIe siècle. Je suis plus sensible à une tradition de pensée humaniste que strictement libérale ou libertaire. Je suis attaché à un système de santé basé sur la solidarité. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, la souveraineté de notre pays pour maintenir notre tradition de pensée, c'est le numérique.
Le numérique, c'est l'imprimerie d'aujourd'hui. C'est l'outil d'émancipation, c'est l'outil de transmission de connaissances, c'est l'outil de pouvoir. Franchement, il y aurait le général de Gaulle aujourd'hui, nationaliserait toutes les boîtes, Mainker et tout ça. Là, il dirait trop important. Non, mais au-delà de la plaisanterie, ce que je crois, c'est que si on veut défendre notre vision, on le fera pas sans les outils techniques et sans les plateformes numériques qui sous-tendent une certaine vision. Donc moi, ce que je déteste souvent, là, c'est cette espèce de clivage qui ferait qu'on pointerait les industriels du doigt dans le domaine de la santé en disant « ils jouent pas le jeu ». Mais ils jouent pas le jeu, il n'y avait pas de doctrine nationale, il n'y avait pas de cadre clair, il n'y avait pas de règles du jeu. C'est normal que les gens inventent les choses. Moi, je vais vous dire, je pense très sincèrement que nos industriels, nos boîtes françaises, non seulement elles vont jouer le jeu, mais en plus, elles vont acculturer les professionnels de santé parce que ces sujets d'urbanisation, c'est des sujets franchement abstraits et pas méga sexy à expliquer, mais on n'a pas le choix. Moi, j'ai une confiance mais totale dans le fait que le bon sens et l'engagement sur un cadre de valeurs commun va faire que tous les industriels français qui veulent, qui sentent bien qu'on doit défendre notre modèle à la française, ils vont aider à porter ça même auprès des pros. Je suis vraiment convaincu de ça. Donc leur place auprès des professionnels. On va quand même se heurter, ou on se heurte déjà, que ce soit chez les industriels ou dans les milieux hospitaliers, enfin partout où on a besoin de compétences numériques en santé, on se heurte à des défauts de compétences, qu'il s'agisse de développeurs ou de métiers dans l'accompagnement. On a zappé jusqu'à présent ces sujets de compétences. On a peu accompagné l'évolution des professionnels de santé vers le travail dans un contexte de numérique. Est-ce qu'il faudrait pas ouvrir une grande école du numérique en santé aujourd'hui, comme on a une école 42 pour comment vous voyez comment vous voyez la France dépasser ce défaut de compétences, qu'il s'agisse de compétences informatiques ou de compétences d'accompagnement? En tout cas, c'est clair qu'il y a un sujet là. Il y a un sujet de culture, de maturité par rapport à ce sujet, de faire attention de ne pas être dans le fantasme, mais être aussi pas candide par rapport aux enjeux de ce sujet-là. Et c'est vrai que globalement, dans notre secteur, le niveau est pas super élevé en termes de maturité. Moi, j'ai pas toutes les clés de tout ça, et puis je suis pas moi-même en charge de tout ce qui est formation, mais il y a un vrai sujet autour de ça. Mon feeling, c'est il faut quand même essayer de taper directement au niveau des dirigeants d'établissements de santé pour qu'il y ait une culture qui s'améliore autour de ça, parce que je pense que ça pourrait vraiment tracter. Globalement, une des idées qui est pas une réponse, mais qui est une des clés à mon avis, c'est que souvent quand vous prenez les dirigeants d'établissements de santé, si vous reprenez il y a 20 ans, on ne savait pas ce que c'était que la démarche qualité. Qu'est-ce qui a fait qu'on a avancé en termes de démarche qualité dans les soins? Ça a été des référentiels, ça a été des sortes d'obligations, ça a été un cadre qui a été posé et qui a fait que progressivement on a maturé, on a progressé. Et aujourd'hui, je dirais que la France, en 10 ans, a vraiment amélioré la culture qualité dans les établissements de santé. Pour moi, il y a quelque chose à inventer du même ordre d'idées dans le cadre du numérique. Au-delà de la formation, je pense que maintenant, il faut prendre à bras le corps un sujet de cadre, de référentiel, probablement de certification, de maturité des démarches systèmes d'information. Je pense que dans le secteur de la santé, il va falloir pas faire que de la pétition de principe, mais carrément poser des obligations et poser des référentiels et poser des certifications pour qu'on puisse faire maturer les dirigeants, faire maturer les équipes. Je pense qu'on n'aura pas le choix si on veut quand même accélérer les choses. Oui, parce que le dirigeant français, il ne travaille que sous la contrainte réglementaire. Globalement, quand vous regardez, c'est galère quand même. Je connais bien ça, diriger un établissement de santé. Il y a un paquet de contraintes quand même. Et puis on est tellement absorbé par le quotidien qu'il y a des démarches qu'on n'a pas forcément envie de faire spontanément. Et quand je reprends l'idée de ce qui s'est passé avec l'ANAS à l'époque, puis la Haute Autorité de Santé, les référentiels qui ont fait progresser, je trouve qu'on a accompagné une maturité, bien sûr, en nous stimulant, en nous piquant, et globalement, quand vous reprenez ce qu'en pensent les établissements de santé, ils vous disent
ouais, ça nous énerve un petit peu tout ça, ces contraintes réglementaires, mais franchement, on a progressé. Et je pense qu'en termes de numérique, c'est encore trop flou, c'est encore une espèce de gloubi-boulga, on comprend pas grand-chose. Moi, il me semble qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un référentiel qualité qu'il faudrait aussi mettre en place dans les établissements de santé. C'est une des actions pour les SIH, pour faire maturer un petit peu à marche forcée. Je reviens vers vous. Toujours pas de... Si, je vous apporte un micro. Vous pensez à vous présenter avant de prendre la parole? Merci Karim Abbassi, Société Tracify. Merci Dominique Pont pour ce coup de gueule qui nous stimule tous. J'avais une question et ça rejoint un petit peu l'intervention d'Étienne Miavel tout à l'heure concernant la médecine personnalisée dont on parle souvent de plus en plus. Et j'aimerais vous écouter sur quelles sont les prochaines étapes et comment s'imbrique la médecine personnalisée dans le cadre du plan santé 2022. Merci. Je vais vous raconter un truc qui m'a traumatisé il y a un an. J'étais en pleine mission ministérielle avec Anne-Laure Coury pour faire la concertation, pour savoir ce qu'on pouvait proposer comme feuille de route pour aborder le virage numérique en santé. Et dans ma propre clinique, cyberclinique, je suis informaticien, je suis méga fier de ma clinique et super bien informatisé, tout ça. Le père du DSI venant de Bilbao en Espagne passe ses vacances à Toulouse, du DSI de ma propre clinique. 75 ans, ce monsieur, un monsieur qui avait une sclérose en plaques, il décompense, il est hospitalisé en urgence dans ma clinique. Et le monsieur, il arrive avec son smartphone, 75 ans, de Bilbao en Espagne, 200 km au sud de Toulouse. Et il dit, ben voilà mes antécédents médicaux, voilà mon pilulier virtuel, voilà mon app diabète, voilà mes programmes d'éducation thérapeutique, je vous file un code OTP pour me soigner. Et ce mec, il me fout la honte comme s'il venait dans le tiers-monde numérique chez moi, quoi. Donc moi, ce que je me suis dit, bon ça m'a servi à l'Élysée à Matignon quand j'ai dit, bon, il faut arrêter, quoi. Maintenant, il faut bouger. En fait, l'idée, c'est que la médecine personnalisée, moi, il me semble que dans une vision à la française, il faut commencer par donner des outils de pouvoir numérique aux gens et construire avec eux, au travers d'outils, ce qui va leur servir pour faire de la vraie médecine personnalisée. Si on reste dans le syndrome, comme dirait Godard, des professionnels de la profession qui pensent pour les autres, je pense qu'on ne fera pas de la vraie médecine personnalisée. Ce que je crois, c'est que bien sûr on est les pros, on a des idées, mais il faut commencer par donner un premier outil, c'est ça l'idée de l'espace numérique de santé, qui appartiennent aux gens, comme en Espagne, où ils ont leur truc et eux-mêmes ils co-construisent avec nous les idées de ce dont ils ont besoin pour faire de la médecine personnalisée. Ce que je crois, c'est que tant qu'on réfléchira hors sol, de façon consanguine entre nous, professionnels de la profession, on inventera la médecine personnalisée que ne souhaitent pas les gens. Donc ma conviction profonde, c'est que ce truc, il doit être construit avec les gens eux-mêmes au travers des outils numériques. Si pour faire le parallèle avec l'imprimerie au XVIIIe siècle, c'est un peu comme si on disait aux gens, bon, il va falloir réfléchir sur la philosophie, le siècle des Lumières, etc., mais vous restez au parchemin quand même. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à franchir comme étape. Et bien sûr que c'est galère. Quand vous commencez à dire à vos patients, je le vis dans mon établissement, vous accédez à vos dossiers médicaux, vous faites vos préadmissions en ligne, vous préparez votre hospice en ligne, vous avez des programmes d'éducation thérapeutique en ligne, on vous suit en post-op en ligne, votre famille suit, vos aidants vous suivent en ligne, etc., etc. Eux, ils commencent à pouvoir vous critiquer, hein. Ils commencent à dire, non mais le directeur Pont à Toulouse, sa clinique, il y a un truc qui est mal organisé entre la consultation de chirurgie et d'anesthésie. Il y a tel truc qui nous a pas plu. Et eux-mêmes, ils deviennent acteurs du système et ils sont en train de co-construire avec vous et ils vous disent aussi ce qui est super. Donc moi, ce que je pense, c'est que le vrai changement de paradigme qu'il doit y avoir en France, c'est que maintenant, il faut faire confiance aux citoyens. Vous avez d'ailleurs ouvert des ateliers citoyens pour... enfin, format groupe de travail. Ils ont commencé. Vous avez commencé à travailler. Ouais. En fait, partout sur les territoires, on organise avec des vrais gens. Voilà, des gens qui critiquent et qui disent ce qu'ils veulent. On commence à leur montrer les premières maquettes de l'ENS. Ils nous disent ça c'est nul, ça c'est bien, on voudrait ça, on voudrait ci. Voilà, on les fait participer à la co-conception en fait de leur espace numérique, à ce qu'ils veulent en termes d'éthique, ce qu'ils veulent en termes de garantie de sécurité. On bosse avec des associations de patients, mais pas que. On va sur les territoires, donc on en a déjà fait 2, et à peu près tous les 2 mois, on en fera un jusqu'à 2022. On veut vraiment
redonner la parole citoyenne pour redéfinir ce que les gens veulent, quoi, ce qu'ils veulent eux aussi, et pas que les pros. Merci. Merci Dominique Pont. Je crois que vous restez avec nous la matinée, c'est ça? Non, vous allez partir. Donc non, je regardais si vous souhaitez, si vous deviez être interpellé. Ouais, on a encore on peut prendre une dernière question. Oui, Stéphane Vivet, associé consultant indépendant en santé. Donc vous avez parlé à juste titre des fondations de cette maison. J'aimerais quand même vous entendre sur votre vision du toit de cette maison. Juste en dessous du toit, il y a les murs. Là. Et les murs, c'est une logique de plateforme. D'accord ? C'est une logique de store. Voilà. L'espace numérique de santé au bouquet de services, c'est des stores qui s'appuient sur les fondations de la maison, qui s'appuient sur les services socles et les référentiels socles, et qui proposent des stores. En disant, ben voilà, un service proposé pour un professionnel, s'il est correctement interfacé avec les services socles, les référentiels socles, et qu'il est publié sous une forme d'API qu'on définit, qui correspond à un cadre éthique bien précis, on le met à disposition pour urbaniser, pour démultiplier les initiatives dans un cadre commun. Pareil pour l'espace numérique de santé, pour les services numériques aux usagers. Les pouvoirs publics restent sur les routes, les ponts. L'écosystème construit les maisons qui se connectent sur ces routes, sur ces ponts, sur ce réseau de tout à l'égout. Là, on reste au niveau de la production. C'est sur des données de production. Le Health Data Hub, qui est le toit de la maison, mais un peu comme dans un schéma d'urbanisation classique dans le décisionnel. Le décisionnel, on le met toujours en haut, en gros, d'accord, qui est pas sous ma responsabilité, qui est sous la responsabilité de l'adresse, de l'équipe de Jean-Marc Aubert et de Stéphanie Combe, donc qui part d'une idée générale qui consiste à dire ouais, quand même, les données de santé, elles ont été globalement financées avec l'argent de la Sécu. C'est quand même normal qu'on puisse en faire bénéficier, c'est un bien commun, donc on peut en faire bénéficier l'écosystème. Ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, on est au début de ça, avec les choix des plateformes. C'est pas moi qui pilote encore une fois ce projet, avec le choix des plateformes, toute la gouvernance qu'il va y avoir derrière. Aujourd'hui, il y a une logique d'appariement au SNDS, il y a une logique de plutôt centralisée. Peut-être qu'à terme, ça sera quelque chose de mixte entre du centralisé et du décentralisé. Mais ce qui est positif, il y a une dizaine, vous êtes au courant, il y a une dizaine de projets qui ont été labellisés, qui ont été retenus dans le cadre de l'appel à projet. Il y en aura d'autres. Au-delà du précis de la doctrine d'urbanisation en fait, du système décisionnel français pour donner accès aux startups, moi ce que je pense qu'il faut retenir surtout, c'est la volonté, et moi je trouve ça très louable, des politiques publiques et des pouvoirs publics de dire ça, si on ne se saisit pas de ce sujet-là, de toute façon, on se fera capturer la valeur métier. Donc, au-delà du comment et précisément de est-ce qu'on est encore dans le bon ajustement, le bon équilibre de gouvernance, etc., où moi, je pense que ça va se construire chemin faisant, ce qu'il faut retenir positivement, c'est qu'il y a une volonté des pouvoirs publics de se saisir de ces grandes plateformes numériques. Celle-là, celle du dessous étant les plateformes de services sur les murs, le Health Data Hub étant une plateforme plutôt de données, d'accord. Mais dans tous les cas, on sent bien qu'il y a un enjeu de souveraineté pour le pays. Donc moi, voilà, encore une fois, je pense que ça va s'articuler, ça va s'affiner chemin faisant, mais ce qui est positif, c'est qu'il y ait maintenant cette énergie, ce volontarisme politique sur le numérique qu'on n'avait pas avant, franchement.